Nous voilà dans un éco-hameau, on est sur un chantier participatif, là ils sont en train de monter une maison démontable. Donc elle a déjà été démontée, là elle est remontée. C'est un chantier d'une semaine, donc en une semaine la maison va être finie. Et autrement sur ce lieu c'est un collectif d'une dizaine de personnes qui est en train de se monter. Donc ils vont chacun avoir leur maison démontable. Ça fait 1 an, 2 ans qu'ils sont à peu près en train de construire le projet, donc là ça prend forme. Je trouve ça super intéressant de les rencontrer, voir comment ils ont cheminé jusqu'ici, comment ils ont créé le collectif, les difficultés qu'ils ont eues, comment ils ont trouvé le terrain, etc. Donc on va parler de tout ça avec eux. On va les interviewer et puis on va quand même aussi continuer de les aider à construire cette maison. Mais avant de les rencontrer et de visiter leur maison, il est temps de vous expliquer pourquoi nous en sommes là aujourd'hui. Il y a déjà 3 ans, nous quittions nos vies toutes tracées à Paris pour se lancer dans la traversée de l'Afrique en van. Cette nouvelle vie nous a profondément changé. Alors pour notre futur retour en France, on rêve d'un habitat accessible, respectueux de l'environnement et d'être entouré de personnes aux valeurs communes pour monter des projets qui nous ressemblent. Donc rien de mieux que d'échanger avec des personnes qui ont osé franchir le pas pour faire mûrir notre projet. Et évidemment, on s'est dit que ça pourrait vous intéresser. Et pour ceux que ça inquiète, l'installation en France, c'est pas pour aujourd'hui. On embarque très vite pour l'Ouganda pour retrouver Léon et continuer l'aventure vers l'Asie, on l'espère très prochainement. Alors abonnez-vous si nos projets vous intéressent. Voilà cette magnifique maison de 35 mètres carrés. Donc c'est une yourte complètement en rond. Quand on est arrivé ce matin, ils étaient en train de fixer toutes les planches de bois là. Hier, ils ont monté la structure du bois. Donc en fait, il y a un cerclage métallique au milieu et plein de poutres qui partent des côtés. Et puis là, on est en train de mettre l'isolant sur le toit. Je suis en train de mettre l'isolation. Enfin, on est tous en train de mettre l'isolation. En fait, c'est un Tetris parce que vu que c'est démontable, donc elles ont déjà été coupées avant et donc là, il faut retrouver où elles se mettent. Mais ça avance bien. Est-ce que c'est comme Ikea, à la fin il nous reste une seule pièce et on ne sait pas où elle va? Ce matin, on a posé ces planches de bois là avec les tasseaux. Et là, on est en train de mettre de l'isolant, donc c'est de la laine de bois. Et donc il y a une couche de 5 cm là, et là on est en train de remettre une couche de 10 cm pour bien isoler tout le toit. On fait une petite pause dans le chantier pour parler un petit peu du parcours de Thibaut, qui fait partie de cet éco-hameau. À la base, je travaillais sur Paris, je travaillais dans le web, dans la gestion de sites web. J'ai voulu partir pour prendre un mode de vie plus alternatif et j'ai rencontré du coup tous ces joyeux lurons avec qui on habite maintenant. L'idée derrière, c'est une cohérence à tous les niveaux en fait, c'est qu'on vive en collectif, donc ça veut dire qu'on mutualise des espaces, des investissements et en même temps de la matière première. Donc c'est un mode de vie à la fois écologique et social dans le sens où ça permet justement d'être propriétaire de son habitat et en même temps de respecter le sol. Le côté accessibilité sociale est vraiment intéressant parce que ça peut mener à des expériences d'autoconstruction en fait, qui amènent à construire des habitats qui peuvent coûter juste si on fait juste les matériaux entre 10 et 15 000 € quoi, pour ce mode de surface. Donc, on peut presque acheter la maison sans crédit, ou en tout cas avec un crédit très court, selon les moyens de chacun. Ouais, on peut même arriver à des choses encore moins chères. Après, ça dépend quel type de matériaux on veut utiliser, le type de pérennité qu'on recherche. Un habitat réversible, on décrit ça entre nous sur le fait que soit démontable, soit mobile. Okay. Et donc mobile, on compte les tiny houses, les roulottes, tout ce genre d'habitat. Soit compostable, donc on peut mettre dans le compostable par exemple le bois terre-paille. On enlève la terre-paille, on la verse sur le sol, c'est de la matière organique qui va se composter sur le sol. Également l'habitat transportable, donc des modules qui peuvent se mettre sur convoi exceptionnel quelque part. On prend une grue, on emporte l'habitat. Donc par exemple les maisons conteneurs rentrent dans ce type d'habitat, mais il y a aussi des sortes de containers bois qui ont des structures assez fortes pour pouvoir être transportés de cette façon. Nous, on travaille beaucoup sur le démontable parce qu'on rentre dans le cadre juridique des résidences démontables constituant l'habitat principal de leur utilisateur. Et ça permet d'avoir des contraintes réglementaires plus souples parce qu'on travaille du coup avec des permis d'aménager. Donc on fait un permis d'aménager sur notre terrain avec des emplacements pour résidences démontables.
que je trouve super intéressant dans le concept démontable, c'est cette liberté que ça te permet d'avoir au sein d'un collectif, de pouvoir entrer, sortir, sans te sentir bloqué en fait. Parce qu'en cas de conflit humain, en cas de complications, nous dans les projets collectifs qu'on a, il y a une implication humaine qui est très forte, une entraide qui est vraiment importante, qui est au centre de nos projets. Pour moi en tout cas, c'est important de pouvoir me sentir libre de partir si j'ai besoin. Il y a aussi un côté plus légal qui permet de s'installer sur du terrain agricole ou sur du terrain naturel non constructible. De toute façon, là, nous, on est sur du terrain constructible, donc ça ne s'applique pas à nous. Okay. Le côté démontable, il est super bien aussi pour un truc. Enfin, l'enjeu écologique, il est omniprésent, il est super important aussi, quoi. C'est-à-dire que tu réduis ton espace, donc tu réduis tes besoins. Après, les besoins énergétiques aussi, tu as moins besoin de chauffer. Exactement, tu réduis tout ça. Ta consommation de matériaux, ton impact sur le sol aussi. La terre, c'est pas de ma propriété, en fait, c'est quelque chose que j'emprunte à un moment où j'habite quelque part. Je me pose dessus. Mais je suis pas propriétaire d'un espace de terre en fait. Et ça c'est vraiment une philosophie à laquelle on est très attaché. Et là en fait il n'y a rien qui va pousser en dessous parce que le soleil n'aura plus accès à cette zone-là. Mais par contre on va pas dégrader le sol au point qu'il va devenir imperméable comme c'est le cas quand tu coules une dalle béton par exemple. Donc là en effet on en a fait l'expérience. Tu t'enlèves la structure, il y a de l'herbe qui repousse et une vie qui revient naturellement très rapidement après. Et ça c'est vraiment important. On est en train de remettre l'isolant du sol et c'est un puzzle avec des grosses morceaux de pièces. Et chaque panneau d'isolant est numéroté, donc on doit retrouver les numéros et les mettre au bon endroit. Et là, c'est le moment de vérité. Est-ce qu'elle rentre? Pas mal. Elle a pas mal. Facile. Moi je trouve que cet habitat-là, même si l'isolation n'est pas extrêmement importante, elle est quand même largement suffisante en tout cas pour les hivers qu'on a ici. Dans le bioclimatisme, il y a plein de trucs, mais l'idée principale, c'est de permettre de tirer parti des ressources et de l'énergie qui vient de l'extérieur, donc notamment du soleil, pour venir chauffer l'habitat. Et le placement des fenêtres, il est vraiment important dans cette optique-là. Comme ça, le soleil rasant d'hiver, il va venir taper dans le vitrage, ça va faire un effet de serre, et ça va venir chauffer. Et par contre, en été, on aurait tout intérêt à ajouter peut-être une petite avancée au-dessus des fenêtres pour que le soleil qui est plus haut dans le ciel vienne pas taper directement dans les vitrages, mais que les fenêtres soient à l'ombre. Et cette petite avancée, elle peut être faite par exemple avec une vigne vierge ou qui a du feuillage en été, ce qui fait que ça protège en été et ça perd son feuillage en hiver et ça laisse les rayons du soleil passer en hiver. On va travailler vraiment sur ce genre de principe-là, de la permaculture version habitat quoi. Pendant qu'on finit le sol. D'accord, ici on sera appuyé avec quelque chose? Ouais, bah en fait, Et là, le pare-pluie, il est réutilisé ou vous le changez? Ouais, il est réutilisé. Ouais. Ok. Comprendre un peu comment la maison elle est foutue. Ok. Là, vous vivez déjà dedans? On vit dedans, mais c'est carrément pas fini d'aménager. En fait, on a fait le choix de vivre dedans en mettant des meubles temporaires pour voir un peu comment on appréhende l'espace. Du coup, il y aura une petite claustra ici, là. Une cloison ajourée en bois. En dessous de la mezzanine, ça sera fermé. Ce sera la salle de bain. C'est un peu un système de Lego. Les caissons viennent s'emboîter dans les arches et ça nous permet d'avoir besoin d'aucun contreventement. En général, tu as toujours des poutres à l'intérieur de la maison qui viennent. Donc là, après, chaque grand panneau comme ça, il est vissé juste avec des vis. Tu dévisses les vis avec des boulons là, qui sont dans des inserts. Ouais. Du coup, c'est hyper rapide à démonter. On avait démonté les 3/4 de la structure en 2 heures, 2-3 heures. Ok. Genre, t'estimes que pour démonter et remonter la maison, après ça dépendra des finitions intérieures, j'imagine. Ouais, c'est ça. Ça prendra certainement plus de temps de déménager l'intérieur de la maison, les meubles et tout que le reste. Mais j'estime qu'en 2-3 jours, on aura démonté la maison et qu'en 5-7 jours, on peut la remonter.
Oui, c'est pas un truc que tu fais voilà, tous les C'est 3 pas un mois, truc mais qu'on va par faire tous les contre 3 c'est mois. largement... Ouais. Enfin, c'est facile à faire. Bah, nous, on voulait pouvoir bouger avec la maison si on change de projet, si voilà, parce qu'on sait jamais ce que la vie amène. Et en même temps, on voulait pas du tout une tiny parce que pour nous, c'est beaucoup de contraintes. Mine de rien, tracter une tiny qui fait 3,5 tonnes, c'est un sacré délire. Déjà, il y a beaucoup de gens qui prennent des transporteurs pour pas prendre le risque eux-mêmes. On se voit pas comme nomades, on est clairement sédentaire, mais avec la possibilité de déménager avec notre maison. Ouais. Et donc les contraintes d'une tiny là-dessus, c'est quand même gros, c'est-à-dire que si tu veux pas bouger, tu tapes toutes les contraintes de poids qui font que tu vas acheter des matériaux plus chers parce qu'ils sont plus légers ou qui viennent de plus loin, comme le red cedar pour le bardage, etc. Tu tapais les contraintes de gabarit aussi, nous c'est vrai que ça nous a laissé un peu plus de... Même si finalement c'est un peu un gabarit tiny, on a un peu plus de largeur, on n'a pas certaines contraintes... Voilà, lié au contreventement aussi. On va pas soumettre la maison au même type de force que si on la déplaçait debout. Et voilà. là, ta maison, si ça te dérange pas de partager, mais ça t'a coûté à peu près combien en termes de budget? L'enveloppe, 8 000 €. L'enveloppe, c'est tous les murs, quoi. Tous les murs, le toit, le sol, L'isolation. avec l'isolation et les fenêtres, et la porte temporaire. Et après, là, on a déjà dépensé 2-3 000 balles en plus, notamment pour tous les équipements d'autonomie énergétique qu'on n'a pas encore installés, mais il y a les panneaux, la batterie, les pompes et autres systèmes. Je pense qu'au total, on devrait en être autour de 12 000 € une fois qu'on aura fini de l'aménager. Ok. Et c'est une maison qui peut tenir des années. Et c'est une maison qui, normalement, peut tenir des années. Comme une maison, quoi. Ouais. C'est pas un truc comme un camping-car ou un camion qui a une durée de vie beaucoup plus limitée. Enfin, c'est quelque chose, c'est du dur, quoi. Ouais, c'est conçu comme une maison ossature bois normale. Après, si jamais il y a un problème quelque part, on peut toujours changer. Ouais, c'est ça qui est bien. Elle est modulaire, on peut toujours changer un caisson, le remplacer, agrandir la maison. On va faire une serre devant aussi. Ouais, voilà. Je sais pas trop ce qu'elle deviendra. Nous, on voulait partir avec un petit espace. Elle fait 20 mètres carrés. Partir du mois et voir ce qui nous manque, parce qu'on sait que de base, on s'adapte beaucoup à ce qu'on a. Ouais. En fait. Ouais, c'est clair. Et là, du coup, vous l'avez construit en combien de temps, celle-là? Bah là, on a eu le grand avantage de faire ça en partenariat avec l'école d'archi de Nantes. Ouais. Donc, il y avait des étudiants en fin de cursus, un groupe de 5 étudiants qui a travaillé dessus avec nous pour la conception et la construction. Et en gros, le projet s'est fait sur 3 mois. 3 mois de l'idée à la fabrication. Ouais, franchement, 3 mois de l'idée à la fabrication. Donc ça, c'était assez dingue. Et encore, sur ces 3 mois, il n'y a eu qu'1 mois de construction. Et ensuite, 4 jours de montage. Et en tout cas, on a tous les plans et les fiches de débit et tout. S'il y a des gens qui veulent s'essayer à refaire la même chose, les étudiants, ils sont OK aussi pour qu'on partage ça. On n'a pas fait un fichier bien propre, donc pour l'instant, c'est plus s'il y a des gens qui sont intéressés, ils peuvent nous contacter. Ok. Et après, il faudra qu'ils soient un peu débrouillards, quoi. Ouais. Voilà. Clément, toi aussi, tu fais partie du collectif. Tu vas t'installer bientôt ici. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment t'en es arrivé ici Pendant mes 3 années d'études d'ingénieur, j'ai pas mal voyagé. J'ai fait du woofing notamment, c'est volontariat dans des fermes biologiques. Et à un moment, j'avais même envie d'arrêter mes études, mais finalement, pour ma famille, j'ai quand même fini. À la fin de ces études, j'ai voulu prendre du temps pour moi, apprendre plus à me connaître et aussi voyager. Donc j'ai fait un voyage en vélo de 5 mois. Je suis parti seul. J'ai pu, au fur et à mesure de mes rencontres, découvrir des communautés. J'ai pu visiter 9 pays différents. Tu vas construire ta maison bientôt sur le terrain? Ouais, c'est prévu de la construire ici. Ce qui m'intéresse beaucoup actuellement, c'est les habitats, on appelle biodégradables, enfin plutôt terre-paille. Après, je suis encore en réflexion comment on peut mettre en lien à la fois cette terre-paille et le côté démontable. En tout cas, oui, il y a des possibilités d'avoir des ossatures, des blocs modulables où on peut ensuite remplir, une fois installé, de paille et ensuite enduire de terre ou mettre un bardage de bois en fonction de ce qu'on veut comme confort thermique ou pas. Moi, c'est important, oui, de vraiment aller jusqu'au bout dans la démarche de
de l'impact écologique, l'impact carbone de l'habitat. Donc on prend vraiment les ressources locales comme dans le temps. Et aussi vu le contexte actuel de pénurie de bois, je trouve ça intéressant de vraiment diminuer l'utilisation du bois. Il y a un système constructif qui s'appelle la paille porteuse, qui permettrait de monter les murs juste avec des bottes de paille très compressées et brochées avec des branches de noisetier et ficelées entre elles. Enfin, les murs sont compressés au max avec des sangles de camion et ensuite ça supporte en fait la charpente. Elle s'appelle Tipaille. Ah, trop bien. Voilà. Quel est ton ressenti avec le collectif? C'est pas trop compliqué à mettre en place. J'imagine qu'il y a énormément de points positifs, mais du coup, il y a aussi des concessions à faire. Je suis plutôt quelqu'un d'assez, facile à vivre. J'ai déjà eu beaucoup d'expériences de vie en colocation. Et donc voilà, il y a toujours des outils qu'on peut mettre en place. Et après, voilà, je m'entends très bien avec les membres du collectif. Donc ça joue beaucoup, bien sûr, au départ. Et aussi la communication, c'est primordial pour vraiment, voilà, quand il y a quelque chose qui t'embête, le dire dès le début, assez vite, pour éviter que ça monte, ça boue en toi. Donc par exemple, on fait des cercles de parole et d'écoute une fois par semaine pour partager comment on a vécu la semaine. Donc on partage nos célébrations de la semaine, partager quels besoins ont été nourris durant la semaine. Et aussi des deuils, donc qu'est-ce qui n'a pas été nourri, ça peut être personnel ou des fois ça peut être lié au collectif. Donc on parle en jeu et finalement les gens ils se mettent à sa place avec l'empathie, ils peuvent peut-être comprendre et naturellement il peut y avoir des changements de comportement d'autres personnes. Et notamment on a vécu dans un gîte plusieurs mois, on a vraiment, c'était comme un amont léger compressé. Pardon. On est 5 foyers, on est 8 personnes là. Ok, ouais, ça fait une grosse coloc. Une grosse coloc de 8, ouais. Ouais, c'était un peu le test du collectif. Et je sais pas, je me dis, tu vois, il y a plein de gens, ils se disent tout le temps, j'ai pas le temps. Enfin, déjà dans leur quotidien, entre le boulot, les transports, les enfants, les machins. Et du coup, de gérer un collectif, les gens, j'imagine, ça peut être un frein de dire, ah, mais moi, j'ai pas le temps de, en plus, faire des réunions avec le collectif, etc. Je sais pas, t'en penses quoi? Ça prend vraiment beaucoup de temps ou pas forcément? Je pense, faut se donner le temps et puis pour moi le temps en fait on peut s'en libérer énormément. Et puis même à l'opposé, j'ai remarqué qu'on peut gagner du temps en collectif puisque en faisant la répartition des tâches, par exemple au lieu de cuisiner, je vis tout seul, je ferai la cuisine presque 3 fois par jour, alors que là je ferai peut-être que 2-3 fois par semaine. Ah ouais. Et plus c'est beaucoup plus, tu prends beaucoup plus plaisir à cuisiner, à faire ces tâches et tu vois moins ça comme une corvée. Et puis moi j'aime bien cuisiner et puis tu te mets au service du collectif et voilà, tu cuisines mieux d'habitude que tu cuisines 3 fois par jour, tout moment. Ouais, t'en as marre de cuisiner. Ouais, parce que du coup tu cuisines pour le partage et voilà, c'est ça a plus de sens aussi. Puisque aussi on fait souvent des chantiers collectifs, donc pour par exemple la gestion d'un terrain, faisant un chantier, on peut être beaucoup plus rapide, la force du collectif, et c'est beaucoup plus motivant, quoi. Il y a aussi la diversité des profils dans le collectif, c'est ça qui fait sa force, que chacun a un parcours différent, des compétences différentes, et voilà. Oui, ça au final, ça doit te gagner aussi beaucoup de temps, le fait d'avoir des personnes ressources autour de toi, en fait. Ouais, c'est ça. En cas de problème. Ça crée plus de résilience aussi, ça c'est important pour moi à l'avenir face aux problèmes qui va arriver par la suite. Mais voilà, c'était une des solutions pour vivre l'entraide, quoi. L'entraide. Voilà. Donc l'idée, c'est que tout le monde soit propriétaire de sa maison et qu'on partage des parties communes. Parfois, il y a des redondances entre les usages des parties communes et des parties individuelles, dans le sens où on peut avoir une petite kitchenette, mais on aura une grosse cuisine pour se faire des grosses tambouilles avec tout le monde, quoi. Mais il y a certaines choses où
voilà, comme c'est des gros usages d'eau par exemple, ce sera plus simple à gérer dans les parties communes, typiquement les douches, typiquement les buanderies, la machine à laver, ce genre de choses. Ça a beaucoup de sens pour nous de le partager. La commune est venue vers nous parce qu'en fait ils cherchaient une alternative à un projet de lotissement qu'il y avait ici. Okay. Donc là c'est un terrain constructible, donc ils cherchaient des gens pour se loger dessus, mais avec une solution alternative. Et on parlait déjà justement de ce mode d'habiter, on avait déjà communiqué dessus. Et quand on a rencontré cette commune, on a du coup travaillé sur justement ce projet, pouvoir leur présenter au conseil municipal tous les tenants et aboutissants la temporalité, le coût, qu'est-ce qu'on pouvait imaginer en fait en termes d'intérêt pour la commune. Ça fait un an, on s'est installés tous ensemble en septembre de l'année dernière. Ouais, donc ça a été quand même super rapide, entre le moment où vous êtes connus. Vous avez décidé de vivre ensemble et là maintenant vous avez déjà vos premières maisons, enfin vous commencez la construction quoi. Ça a été assez rapide aussi, ouais. Mal, quand même. Parce qu'on était dans ce chemin-là et dans cette recherche. En fait. Ouais. Oui, enfin c'est ça la chose, c'est que ça demande quand même une préparation qui est personnelle au début. Je pense qu'il y a beaucoup à se confronter aux autres pour avoir cette préparation personnelle. De toute façon, c'est pas quelque chose qui se fait forcément seul, mais c'est important. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, ouais. Pour notre cheminement personnel à nous, ouais. Qui a commencé il y a déjà 3 ans. Ouais, je comprends. Ou même 5 ans. Ouais, moi aussi j'ai voyagé justement pour ça. Je pense que c'est très important effectivement pour se confronter, savoir ce qu'on veut pas quoi. Globalement, hein, ça aide beaucoup. Je suis allé à beaucoup d'endroits où je me suis dit c'est pas ça que je veux et même je me souviens quand on était plus dans les stages d'entreprise etc. dans une autre vie là, c'était à chaque fois ça me prenait pas où je voulais être, ça me prenait où je voulais pas être et pourquoi en fait. Est-ce que tu aurais, des conseils pour des personnes qui auraient peur de se lancer dans cette aventure de vivre en communauté? Simple, c'est tester quoi. Tester comment petit, faire une colocation par exemple avec 2-3 personnes et voir comment ça se passe. Aller à la rencontre d'écolieux. Puis en France, il y a aussi un réseau de colibris notamment qui référence plein d'éco-villages. Il y a aussi maintenant l'association Amo Léger. Voyager, se confronter à différentes expériences, pouvoir effectivement avoir aussi dans ce voyage une manière de contribuer à un projet fil rouge comme vous faites. Je trouve que c'est assez intéressant parce que ça permet de documenter et pas forcément être dans quelque part butinage, parce que c'est vrai que les écolieux ils peinent souvent à être dans l'accueil en fait parce qu'ils ont beaucoup de sollicitations. Donc trouver une manière de contribuer, ça peut être intéressant, un angle qui apporte à ça, donc se former. Effectivement, l'éco-construction, tout le monde a besoin de charpentiers, que ce soit le maraîchage, tout le monde a besoin de maraîcher, que ce soit travail du métal, charpente, menuiserie. Sur ces bons conseils, on les remercie vraiment pour leur accueil. Et leur projet franchement nous parle beaucoup, ça nous tenterait beaucoup d'essayer cette expérience. On imagine bien que vivre en collectif c'est pas rose tous les jours, mais je pense que ça vaut le coup de tenter l'aventure. On s'est bien lancé dans la traversée de l'Afrique alors qu'on n'avait jamais voyagé en van. Alors pourquoi pas? Et puis comme dirait Oscar Wilde, les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais. Vous aviez été nombreux à nous demander un reportage sur un écolieu, j'espère que ça vous a plu et que ça a pu vous éclairer. Dites-nous où vous en êtes vous dans votre cheminement, ce qui vous motive ou peut-être ce qui vous freine si vous avez d'autres questions à poser. Et puis on met tous les liens pour les contacter et des sites ressources sous la vidéo en description comme d'habitude. Et comme vous le voyez, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo en Afrique.